Les Jardins de Miramont, c'est un écolieu, un habitat participatif dans le Gers, sur la commune de Miramont d'Astarac, avec un environnement splendide, comme vous pouvez le voir, mais également une maturité de fonctionnement et une alchimie sereine des habitants. Tout semble serein, ça coule de source. Le lieu est apaisant, les personnes sont apaisantes, et c'est assez facile de se projeter et vivre. Allez, je te propose de les découvrir plus intimement avec moi. Je suis un des fondateurs restants, puisque l'histoire ici au Jardin de Miramont a débuté en 2018 avec 3 potes avec lesquels on avait ce projet. Dès 2019, l'année d'après, ma fille et mon gendre sont venus nous rejoindre et ils se sont installés en tant que maraîchers sur le site. En 2022, 2 des associés fondateurs ont quitté le projet. Vous étiez combien là au départ? Nous étions 3. 3. Nous étions 3 au projet, 3 au départ. Donc 2, c'est les 2 tiers des fondateurs sont partis. Et on a fait une fabuleuse rencontre avec les passages qui nous ont permis en fait de nous restructurer et de faire en sorte que ce projet continue. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous allons bientôt être 6 résidents et 2 enfants parce que nos maraîchers, ma fille et mon gendre, quittent le lieu pour d'autres projets de vie. Il y a 2 petits-enfants. Et donc ils ont effectivement 2 enfants, donc ça fera 4 personnes sur le lieu à partir. Et bien nous sommes désormais à la recherche de quelqu'un qui pourrait reprendre ce maraîchage en professionnel ou pas forcément. Voilà, c'est ouvert. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel énorme et puis c'est surtout pour nous pour être résilient au niveau de nourriture. Oui. Donc ça c'est très important. Et puis, nous avons construit 2 appartements, comme celui que l'on voit derrière moi, construits en bois, paille et terre, argile. Et donc, ça laisse de la place vraiment à des nouvelles forces humaines sur le lieu. Vous pouvez accueillir combien de personnes? Eh bien, nous pouvons accueillir aujourd'hui 4 personnes, ou 2 couples. En plus, là? En plus, oui. Il y a un site sur lequel le maraîcher peut habiter, qui est à 300 mètres du bâtiment principal. Et autrement, sur le bâtiment principal, il y a cet appartement maintenant qui est disponible et où il peut y avoir 2 personnes, voire même une famille, parce que c'est un T2 avec une mezzanine. D'accord. Génial. C'est génial. On appelle les personnes qui sont... Ah ben oui. Oui, c'est un grand appel parce que on a 1 an pour justement se structurer avec John et Muriel pour savoir quelle suite on va donner à ce maraîchage. Et donc, ils s'en vont définitivement dans 1 an. Ils s'en vont définitivement dans 1 an. Ouais. Donc ce qui tombe bien, parce que si quelqu'un venait, c'est à peu près le temps de l'intégration. Exactement. Pour être vraiment sûr. Exactement. Sur le lieu, on a des périodes d'intégration de 1 an. Ça permet aussi aux futurs maraîchers de pouvoir s'installer dès aujourd'hui, parce qu'en fait, eux déménagent. Ils restent avec nous pendant 1 an, mais leur domicile sera à l'extérieur du lieu. Donc leur logement est disponible dès la semaine prochaine. Amalia, ça fait 3 ans que tu es là, toi, oui, au Jardin de Miramont. C'est ça. C'était quoi ta vie avant? Oula, ma vie avant. Je suis éduxpé en institution. Je me retrouve toute seule dans ma maison à la fin du Covid et vraiment pas envie de vivre cette vie. Et donc, je pars du QG familial et pour me rapprocher c'était entre Saint-Étienne et Roanne, ou aussi entre Lyon et Clermont-Ferrand, dans l'autre sens. Et je me rapproche des Pyrénées et je viens visiter plusieurs écolieux. Et j'arrive ici, donc j'en ai vu 6 ou 7. Et la nuit d'avant, je fais le rêve que je suis un faucon cresserelle et je vois exactement le paysage que je vois ici, en arrivant. Donc le lac, les petites collines, et je me dis « Waouh, c'est ici ». Donc tu es tombée amoureuse du lieu
amoureuse du lieu, mais pas que, puisque tu n'as pas présenté tout à l'heure, mais je suis la compagne de Michel. Voilà. Ici, c'est une SAS coopérative sur le modèle des passages. Oui. Là, je vous mets le lien de la vidéo qui explique, où Mika explique les passages, en haut à droite, je crois. Et avec toi, je voudrais qu'on aille plus dans... Alors, je crois que c'est les passages qui donnent aussi beaucoup d'outils, mais vous avez des outils de fonctionnement pour le collectif, hein, de communication, de plein de choses, de fonctionnel. Est-ce que tu peux m'évoquer un petit peu tout ça ? Oui, avec plaisir. Alors, on a une réunion d'organisation sur qui fait quoi dans le groupe et sur le lieu une fois tous les 15 jours, tous les 15 jours les mardis après-midi. Donc là, on passe en revue toutes les commissions, puisque les passages nous ont donné ce modèle-là, de faire des commissions pour chaque... domaine, on va dire, il y a la commission alimentation, il y a la commission entretien du bâtiment, il y a la commission agricole, puisqu'il y a plusieurs entreprises agricoles sur le lieu. Et là, il n'y a pas tout le monde dans ces commissions, alors ? Il n'y a pas tout le monde dans chaque commission, il y a 3-4 personnes, comme on est une dizaine, et on se partage donc toutes ces commissions, et à la réunion d'organisation tous les 15 jours, on passe en revue toutes les commissions pour savoir qui fait quoi, comment ça a avancé sur tel sujet, et il y a aussi une commission juridique et financière qui nous dit qu'il y a eu des travaux sur les statuts, sur le règlement intérieur, sur la refonte par rapport au nouveau modèle donné aussi par les passages. Et les personnes de chaque commission, ça peut bouger ? Oui, en fait, dans chaque commission, on essaie de mettre un novice qui connaît rien, qui va poser la question qui tue, la question qui tombe sous le sens, mais qui, des fois, par les... évident pour les autres. Voilà. Et donc, il y a un énergiseur aussi, quelqu'un qui va dire il faut qu'on réfléchisse là-dessus, donc je mets une réunion tel jour à telle heure pour venir réfléchir là-dessus. On a aussi une commission communication pour les événements extérieurs, comment on fait le flyer, comment on communique. Voilà, donc tout ça c'est à la réunion d'organisation du mardi tous les 15 jours. On a aussi toutes les semaines, le mercredi soir, le cercle de parole, où c'est un moment qu'on prend ensemble pour déposer nos émotions, pour dire comment on se sent en ce moment. Et du coup, ça peut désamorcer des moments de tension où on se dit « Ah, elle fait la gueule ». Ben non, en fait, elle est juste en train de vivre ça. Et comme on le sait, on tolère plus facilement les hauts et les bas émotionnels des autres. Une fois par mois, on a le vivre ensemble. Donc là, c'est une réunion où c'est moins le style d'une réunion, c'est plus comme un cercle de parole, mais... où on va voir comment on se sent dans le groupe, est-ce qu'on donne assez au collectif, en temps, en idées. Et quand est-ce que vous gérez qui fait à manger, Alors à la fin, courses, alors il y a pour les courses, plein de trucs, ouais, ça, tu vois, se pose. Alors justement, on a vraiment mis des règles pour vivre ensemble. Donc on a une charte, on a un règlement intérieur, on a dit à tel endroit on a le droit de faire ça. Enfin, on est parti de l'endroit privé à la bâtisse aux 33 hectares. Auprès du lac, comment on fait, est-ce qu'on peut se baigner nu, et comment on interagit quand on y va pour dire c'est ok ou c'est pas ok d'être nu à ce moment-là. Et donc on a vraiment mis en place tout plein de petites règles de vivre ensemble. Tu m'as posé une question sur un truc, je suis en train de partir sur autre chose. Le ménage, le ménage. La nourriture, les courses, vraiment qui ratissent, je sais pas, il y a les feuilles, il y a des broussailles, il y a tellement de choses chez vous. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est organisé avec les commissions. On a eu aussi une commission travaux au moment de faire le chantier de rénovation pour les appartements. Oui, voilà. C'est tout ce qu'on a dans une maison. Ouais. Alors pour le nettoyage, on se met ensemble pour faire le nettoyage collectif le samedi matin
à partir de 10h30 jusqu'à midi. Semaine, vous faites le ménage. Une fois par semaine, on fait le ménage tous ensemble. Les parties communes, les poubelles, les toilettes sèches, les douches, la salle de bain collective, etc. Et pour les courses, c'est justement Chloé qui va faire le marché le lundi matin. Elle fait partie de la commission alimentation, donc elle gère aussi les stocks qu'il y a dans le cellier, les farines, l'épicerie sèche. Et quand on peut, on va aller ramasser des noix quand c'est le moment, ou des pommes dans le réseau à l'extérieur, quand on n'a pas nous. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Décider donc c'est à cette réunion, vous décidez, vous avez 2 repas par semaine, c'est ça à faire chacun? Alors, le tableau des repas, parce que dans la semaine, on s'organise pour faire 1 à 2 fois, enfin ça dépend du nombre qu'on est. Donc là, en ce moment, c'est plutôt 2 fois par personne, de faire à manger pour tout le monde. Voilà. Et là, nous, on prend tous nos repas ensemble. C'est un choix et on en a besoin parce que pour faire famille, comme tu disais, un peu. Ouais. Et donc, on s'organise. Donc, le mercredi soir, à la fin du cercle de parole, on remplit ensemble, puisqu'on est tous ensemble à ce moment-là, on sait qu'on est tous ensemble devant le tableau des repas, et on dit quand est-ce qu'on peut préparer le repas pour le groupe entier. Donc, suivant si on va travailler ou pas travailler, ou si on est là. Voilà. Et là, il ne s'agit pas d'avoir des recettes en tête, il s'agit de regarder ce qu'il y a dans le... Voilà, on fait avec ce qu'il y a, c'est-à-dire les légumes de saison du maraîchage. On fait aussi de la récup à la Biocoop du coin et on fait avec ce qu'il y a dans le cellier. Mais comme je t'ai dit, il y a vraiment un beau stock, parce qu'on fait aussi, comme les passages aussi, nous ont indiqué certains principes, ou façons de faire. On fait comme une épicerie mutuelle, solidaire pour tout le monde, quoi. La SAS achète les denrées et c'est redistribué dans le collectif à chaque repas, quoi, en fait, quelque part. Et donc... Et ça fonctionne bien. Bah oui. Enfin, moi, de ce que je vois, là, ça fait 4 jours. On mange super bien. Ah oui, on mange ça, c'est sûr. Comme dirait Nini, on est en décroissance, mais on n'a pas oublié d'être gourmand. Exactement. Oui, c'est important. Ouais. Ok. Bon, écoute, je te remercie parce que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui s'intéressent à ce type de vie, mais on est un peu bloqué par comment on gère ça. Oh là là, mais moi, je ne sais pas que la cuisine soit sale, que en fait, c'est source de conflit dans une famille, tous ces petits trucs-là. Oui. Mais il y a ça aussi, quand la personne qui est préposée au repas, on considère que c'est le chef de cuisine et c'est lui qui décide où est-ce qu'on mange. S'il y a besoin de chauffer la salle avant, il s'occupe du feu, ou il demande à ce que le feu soit préparé pour pouvoir manger dans la salle à l'intérieur, par exemple l'hiver. Ou on peut décider, aujourd'hui c'est pique-nique vers le lac, ou c'est pique-nique déguisé devant le poêle. Vraiment, tout est possible. On laisse toute la possibilité au chef de cuisine à ce moment-là et il s'occupe aussi de sa vaisselle des plats, par exemple, et il est juste aidé pour la mise en place de la table, le débarrassage. La vaisselle, on la fait tous ensemble, mais c'est le chef de cuisine qui surveille si tout est bien fait comme il faut, si la cuisine est nickel pour le repas suivant. Il y a le livre des recettes et le livre des râleries que j'ai pas dit. Ah oui. Les deux, s'il te plaît. Exact. Alors, on a eu l'idée là, comme on voit que on a chacun nos recettes favoris ou les jifoutou. On t'a pas parlé des jifoutou. C'est des plats où on met un peu presque tous les restes, quoi. Voilà, comme la soupe aux cailloux. Mais là, c'est un jifoutou qui peut être vraiment très très bon avec des mélanges qu'on n'aurait pas osé faire. Et du coup, on a décidé de faire un livre de recettes qui s'appellerait un truc comme ça, truc de ouf, avec 3 fois rien. D'accord. Où chacun donne sa recette de comment il se débrouille avec ce qu'il y a sur le moment. Et comme on a Renate qui est photographe, elle nous fait des super photos de nos plats. Oui.
et on lui donne la recette pour pouvoir faire un livre à la fin. Avec... Ouais. Ah oui. Ouais, c'est un petit projet. C'est un projet, il n'y a pas encore de livre pour l'instant. Non, ouais, c'est le projet en cours, mais c'est vraiment une idée de trucs à faire ensemble, qui est rassembleur et qui est pas forcément pour transmettre aux autres ou vendre, tu vois, c'est pas... Plein d'idées aux écoliers, ouais, c'est super sympa. Ouais. Et oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est chaque écolieu a vraiment sa façon de faire et vraiment tout est possible à partir du moment où on se met d'accord pour ce qui est acceptable dans le vivre ensemble, quoi. Oui, oui. Sauf que quelqu'un qui vient et qui a envie de vivre ici, le fonctionnement il est déjà là. Donc, voilà. Faut adhérer à notre façon de faire. Il ne faut pas arrêter en disant oui, d'accord, mais ça va pas. Nous, on change. Voilà. Le cahier de râlerie. Le cahier de râlerie, c'était pour éviter de... Alors aussi, on a un groupe WhatsApp où on est tous sur ce groupe et on se donne les informations. Par exemple, il y a Bruno qui arrive en découverte, il arrive à 10h. Bon, non, finalement, il est dans les bouchons, il arrive à 11h. Enfin, des petits détails comme ça. C'est toi qui demande c'est quoi les bouchons. Oui, voilà. C'était trop mignon. Mais c'est embouteillage. C'est trop mignon. Vous ne connaissez pas le mot bouchon. Et donc, au départ, on faisait des photos du truc qui nous embêtait et on disait sur ce groupe, ça j'aime pas trop, ou si on pouvait éviter ce genre de truc, comme la vaisselle qui traîne sur la fenêtre, des choses comme ça qui plaisent pas forcément à tout le monde. Ben là, on le met sur un cahier de râlerie, donc on l'écrit. Alors des fois, on l'écrit un peu comme on est sur le moment, donc c'est un petit peu cash, quoi. Mais l'idée, c'est d'ouvrir le cahier de râlerie de temps en temps dans les vivre ensemble, dans les réunions qui sont une fois par mois. D'ailleurs, je ne sais même plus si j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, on se met d'accord sur comment on peut faire mieux, améliorer la chose. Ça ne donne pas lieu là, à des discussions qui s'enflamment un peu ? Non, parce qu'on sait faire maintenant, donc même dans les réunions, on se donne la parole, il y a quelqu'un qui énergise, non, il n'y a pas forcément de bâton de parole en réunion, mais il y a quelqu'un qui est animateur de la réunion et qui va distribuer la parole, enlève le doigt, oui, c'est jamais la même, enfin ça tourne, oui, le rôle est distribué. Il y a un secrétaire, un facilitateur et un gardien du temps, en général, dans chaque réunion, au moins, au minimum. Et je suis partie encore sur un autre sujet, le cahier de râlerie, voilà, du coup, Des discussions, non, pas tant que ça. Pas tant que ça, voilà, on cherche les améliorations possibles. Là, par exemple, on a parlé l'autre jour de la fontaine, on a on filtre l'eau, voilà, dans une fontaine Berkeley là. Du coup, assez souvent après le repas, on oublie voilà, elle est vide parce qu'on vient de faire 3-4 carafes pour le repas et du coup, il faut penser à chaque repas. Le chef de cuisine est censé vérifier s'il y a de l'eau ou en remettre pendant le repas pour que comme ça, on ait de l'eau dans l'après-midi ou pour le soir. Et quand plusieurs fois, évidemment, c'est la même personne qui voit que la fontaine est vide, et ben du coup, hop, un petit... Enfin voilà, c'est pas des râleries non plus très... Il y a pas mal de choses qui peuvent amener à des râleries, j'imagine, dues à des personnes, d'ailleurs comme moi, qui ne vivent pas là tout le temps et qui... les gens de passage. Oui, bien sûr. Donc forcément, ça peut vous apporter des... Voilà, je ne sais pas comment vous le gérez. Si je fais un truc qui ne convient pas, vous allez me le dire. Oui, bien sûr. Dans la charte, c'est les relations harmonieuses, donc privilégier le dialogue et vraiment, quand il y a un truc... déjà, quand on accueille les gens ici, on leur dit, ici ça fonctionne comme ça, voilà, on leur montre les lieux, et que la cuisine, par exemple, c'est un lieu avec telle et telle règle, justement, on fait attention qu'il y ait toujours du pain, qu'il y ait toujours de l'eau. Et s'il n'y en a pas, on fait un message pour ceux qui partent en ville et qui passent devant une boulangerie, hop, ils ramènent du pain. C'est Nini qui fait du bon pain. Oui, Nini fait bon pain maintenant. Mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle a commencé. Bon, pas faire manger le pain de Nini. Oui, c'est sûr. Mais voilà, il y a... Donc ce cahier de râlerie, c'est pour pas aller directement en étant en colère vers l'autre, dire t'as fait ça mal. En fait, en plus, souvent, on sait même pas qui l'a fait. C'est pour ça qu'on le gère en groupe et
Et c'est pas la faute de quelqu'un en particulier, mais juste on redit en groupe, trouver la solution. Ouais, d'accord. À chaque nouvelle personne de passage, on lit la charte au premier repas. Ouais. Voilà. Donc je pense que ça pose vraiment le cadre de qui on est et de comment on a envie de vivre ensemble, quoi. Les personnes qui sont en visite une semaine ou un peu plus ne font pas partie de toutes les réunions. Ah non, les réunions, on accueille les gens de passage qu'au cercle de parole. Là, ils ont le droit de venir au cercle de parole. Oui, et les réunions en observation, si c'est des gens qui sont susceptibles d'intégrer, par exemple. Ouais. Ils peuvent venir voir comment se passe une réunion chez nous en observant. Donc ils font le tour de météo avec nous, mais ils font pas le. Est-ce qu'il y a des réunions avec les contributeurs qui ne vivent pas ici? Parce qu'il y en a des contributeurs. Il y a seulement l'AG, l'Assemblée Générale de la SAS, où on a les contributeurs B en visio, ou quand ils sont là, on les accueille avec joie. Voilà. Mais en visio, clair, hein. Et les jardins de Miramont? Alors le nom, les jardins. Oui, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Et puis historiquement, les jardins, c'est parce qu'il y avait eu plusieurs essais de jardins différents. Il y a eu un essai de jardin perpétuel, il y a eu le jardin en permaculture, il y a eu le jardin ici avec les êtres de la forêt ou du jardin justement qui pouvaient nous dire qu'est-ce qu'il fallait planter, quand est-ce qu'il fallait arroser, de quoi avait besoin la terre. Et là, depuis que John est venu proposer son maraîchage qui est hyper abondant et qui est vraiment une manne, quoi. Comme il va s'en aller... Vous êtes autonome en fruits et légumes? Oui. Oui, complètement. Ouais. On ramasse aussi les prunes, les figues, même les fruits. Enfin, les fruits, on aimerait avoir plus de pommes ou de poires, par exemple, mais on a planté dans le verger pour les années futures vraiment tout ce qu'on a envie d'avoir comme fruits. Et effectivement, il est sur le départ, vous êtes en recherche. On est en recherche très active de maraîchers parce que c'est vraiment important pour nous de garder cette autonomie en légumes et de faire fructifier ce qui est possible de faire ici, quoi, vraiment. Oui, et puis, ça nous tient à cœur. Là, c'est... Oui. L'outil qui est là, ce serait vraiment dommage qu'il soit abandonné et qu'il serve qu'à nous, en fait, aussi. On aimerait non seulement nous être autonomes et avoir nos légumes qui viennent d'ici, mais pourquoi pas faire des paniers style AMAP autour, que les gens viennent ici pour avoir des bons légumes, quoi. Bio, local. C'est vraiment super important pour... l'univers qui va vous amener la personne idéale. Oui, on demande à l'univers voilà. Cette abondance et la personne idéale pour être le chef d'orchestre de tout ça, pour savoir quand est-ce qu'on plante quoi, quand, où. Ça va se faire. Oui, on y croit. Les dindes, elles couvent toutes seules. Elles vont dans la forêt, elles se font un nid, elles restent, 30 jours dessus, et elles reviennent avec les petits. Voilà. Maintenant les poules c'est pareil, les canards c'est pareil, on fait plus de couvées, tout le monde est autonome, tout le monde se débrouille. Ils font tout seuls. Donc voilà. Donc il y a un mâle reproductif là, Alfred là qu'on garde, reproducteur. Ouais. Et après on a ces enfants là qu'on commence à deviner. Voilà, ils commencent à faire la roue justement. Ah oui, je vois la différence entre le mâle et la femelle, oui d'accord. Mais c'est assez difficile parce que quand ils sont calmes tous, ils ont tous à peu près le même volume et la même couleur et voilà, tout se dégonfle en fait. Ils se gonflent même. Voilà. Ils vibrent, on entend, ils font des vibrations. C'est notre race de canard, c'est les canards de Barbarie. Donc lui c'est Goliath, c'est le mâle reproducteur aussi des canards. On est arrivé avec une femelle, Chloé m'a offert celui-ci pour Noël et tous les autres canards que tu vas voir, ce sont ses enfants et ses petits-enfants. Et les cochons, ils sont juste là pour garder. Ils sont juste là pour garder. Elles sont très câlines, elles adorent. Donc là, elles réclament les câlins. Ah ouais, elles adorent. Bon, on les a eues toutes petites, hein. Elles avaient 2-3 semaines, je crois. Et là, c'est Serena, c'est qui? Ça, c'est Vénus. Vénus. Tu les reconnais?
Il y en a une qui ressemble à sa maman et une à son papa. Donc, et puis, il y en a une qui a une tache rose sur le groin. Mais c'est pas facile à voir quand il y a la boue. Parce que comme elles sont tout le temps la tête dans la boue, voilà. Tiens, voilà. Donc, elle a la tache rose, mais là, aujourd'hui, on la voit pas bien, tu vois. Elles ont quel âge? Je dirais 4 ans, 4 ans, 5 ans. Et t'as du mal à marcher, hein, t'es lourde. Hein. Elle fait semblant, hein, parce qu'elle court très très bien. Ils ont l'air patos comme ça, mais en fait, ils sont très très agiles. Ils courent dans les bois, dans les montées, sans problème. Ah ouais. Et tu dis c'est simplement l'odeur qui fait fuir le renard. Ouais, l'odeur, parce qu'en fait, c'est comme un chien. Elles vont faire tout le tour du parc. Elles vraiment, en plus, elles partent et tout le monde suit, parce qu'elles viennent gratter. Il y a les poules qui vont manger autre chose, un truc, la dinde aussi. Tout le monde les suit, elles se baladent. Donc, elles vont faire leur territoire. Et puis, je sais pas si tu les entends là, elles grognent. Des fois, la nuit, elles font un peu comme des chiens aussi. Vraiment, elles font de la présence, quoi. Et elles ont un très bon odorat, une mauvaise vue, mais un très bon odorat. Donc, dès qu'il y a quelque chose, elles sont là, elles se lèvent, elles vont voir. Donc, c'est vraiment... c'est radical. Pour moi, j'avais des attaques de renards tous les jours. Enfin, pas tous les jours, c'est un mensonge, mais c'était vraiment un problème. On avait envie d'abandonner. Et la dernière solution qu'on a eue, c'est les cochons. Bah oui. Par contre, il ne faut pas un cochon pour 2 poules parce qu'il faut nourrir le cochon. Mais nous, avec le collectif, c'est une chance aussi parce qu'on on récupère tous les déchets de cuisine, le compost, tout ça, voilà. Ça permet de les nourrir. Donc voilà. C'est le jardin Carré du Lac. D'accord. C'est un jardin collectif, expérimental. Parce que donc on a un maraîcher qui nous produit un légume et l'idée c'était d'essayer des choses un peu nouvelles, des choses qu'il ne faisait pas. Donc la première année on a fait des pommes de terre, parce qu'il n'arrivait pas à faire les pommes de terre la première année et donc on a décidé de faire les pommes de terre. On a fait les pommes de terre sous foin, donc une technique un peu différente. Et puis petit à petit on transforme cet espace en verger. Voilà. J'essaye de mettre des choses... qui se débrouille tout seul en fait. Voilà. Comme moi je travaille beaucoup au collectif, j'ai peu de temps à consacrer au jardin mais j'ai quand même envie. Donc j'essaie de faire des choses qui se débrouillent tout seul. Donc le jardin Carré du Lac, c'est un jardin qui est laissé assez libre. Donc Nini a ses plantes aussi aromatiques, mais elles sont laissées là sans arrosage, sans désherbage. Là j'ai passé un coup de débroussaillage, mais c'est un entretien une fois dans l'année. Voilà. Donc là elle a une spirale de lavande. Un peu plus loin, là, du thym, du romarin, mais voilà, il n'y a pas d'entretien régulier avec d'arrosage quotidien. On essaye vraiment de laisser aller. Et en dehors des patates, tu fais quoi? Donc on a fait beaucoup de courges, parce que les courges c'est simple à faire, ça pousse sur des tas de compost, et il n'y a pas d'entretien, pareil, moi je ne les ai pas arrosés. On a la chance et c'est un endroit qui est idéalement placé, on est juste au-dessus du lac. Et il est quand même à l'abri des grosses sécheresses et par capillarité, l'eau elle remonte. Donc c'est un endroit où c'est quand même toujours vert même en plein été. Donc voilà. Donc on a et comme ici on a à cœur de planter chaque année des arbres quoi qu'il arrive. On a commencé par mettre beaucoup de fruitiers. Donc on a pêcher, poirier, pommier, cerisier, noyer. On m'a offert une dizaine d'arbres pour mon anniversaire cet été. Donc pareil, on les a plantés là. On a des framboisiers, voilà. Donc on a essayé de... Tout ça se débrouille tout seul. Et tout ça se débrouille tout seul. Et donc le jardin s'appelle Carré du Lac, parce que c'est une parcelle plus ou moins carrée, mais on a fait un triangle potager et des spirales bien rondes. Voilà, il n'y a rien de carré. C'est tout près, le lac est juste sur le côté là. C'est ça, et le lac est juste sur le côté, voilà. Chloé, alors toi, tu es arrivée au jardin de Miramont en famille. Oui, Donc, avec Dimitri, c'est ça? avec Dimitri et les enfants. 2 enfants? Alors on a Adana qui aura 15 ans et Zakali qui aura 11 ans. D'accord. Vous êtes arrivés depuis combien de temps? Ça fait 3 ans et demi qu'on est là. 3 ans et demi. Et vous étiez où avant? Vous faisiez quoi? On était en Haute-Savoie, donc moi je suis sage-femme de formation. Je travaillais en libéral dans une petite ville. Et nos enfants étaient scolarisés dans une école Montessori, dans une école alternative, dans laquelle, au niveau de la prise de décision, dans la petite équipe qui gérait l'intégration des nouveaux animateurs, éducateurs et tout ça, il y avait des difficultés organisationnelles. Et il y a un des papas avec qui on est devenus amis, qui s'est renseigné de où est-ce qu'il pouvait aller chercher de l'information et se former pour que ce soit plus fluide dans ce groupe, de cette petite école, pour que ce soit plus
pour que ce soit mieux, pour que ça s'améliore dans l'harmonie dans le groupe, et que les enfants se sentent bien, et que les éducateurs qui soient embauchés soient à l'aise. Et donc il nous a parlé de l'écolieu de Pourgues, qui est un écolieu en Ariège, dans lequel on s'est lancé donc l'été, il y a 4 ans maintenant, à aller y faire un saut pendant une petite semaine en famille. Et en fait, on a adoré, on a vraiment, vraiment adoré. On est vraiment tombé amoureux de ce mode de vie. Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette possibilité de vivre ensemble en étant en harmonie les uns avec les autres, de pouvoir compter les uns sur les autres, de plus jamais être vraiment seul face à des situations dans lesquelles, quand on est dans notre petite famille de 4, eh bien, ça peut aussi créer du conflit, de la lourdeur dans le quotidien, parce que la charge mentale, elle est importante, et que c'est pas forcément évident d'être toujours entouré au niveau familial et de pouvoir s'organiser sur tout un tas de choses. Et puis j'ai fait un burn-out en 2020, donc je voyais bien à quel point, dans des moments de vie un peu compliqués, ça me manquait de me sentir soutenue, entourée. Je me disais aussi que mes enfants, ils n'avaient pas beaucoup de gens sur lesquels compter, donc dans les moments où j'avais des coups de pompe, des moments difficiles, j'essayais de m'efforcer de donner le change. Mais finalement, sur une vie collective, les moments où on peut être un peu plus fatigué ou autre, il y a toujours quelqu'un qui est là pour prendre un peu le relais. Donc c'était principalement, la démarche de venir ici, c'était principalement... pourquoi ici C'est ça. À Pourgues. Vous auriez pu vous arrêter là. Ouais. C'est ça. Nous, on n'avait pas forcément le projet que les enfants fassent de l'instruction en famille. Donc c'est ce qui nous a poussé à chercher un autre lieu. Et puis à Pourgues, à ce moment-là, ils n'avaient pas de possibilité d'accueillir d'autres familles. Donc on a voulu monter quelque chose avec des amis, ce qui s'est avéré plus difficile que prévu. On avait quasiment trouvé une bâtisse et puis finalement, c'est tombé à l'eau. Et là, on s'est rendu compte à quel point de créer un projet depuis le début, de toute pièce, ça demandait une grosse inertie, que c'était long. Et dans ce groupe d'amis, on avait pourtant fait des zooms et des visios toutes les semaines pendant des mois. Enfin, voilà, chaque étape paraissait tellement conséquente et prenait beaucoup de place dans nos vies aussi, pour finalement arriver à un moment donné où ça comment est-ce qu'on dit, ça tombe à l'eau. Et les témoignages autour de nous le montraient aussi. Je crois qu'on nous avait dit qu'il y avait 95% des démarrages de projets qui allaient avorter, quoi. Donc et qui se crée dans les 1 à 3 ans, ça explose. Ça explose, exactement. Donc nous, on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas déjà plus le temps de repartir à nouveau de zéro, parce qu'on était décidés à ce changement de vie qui... Donc, tous les deux, et les enfants étaient OK aussi? Les enfants n'étaient pas contre. D'accord. Mais je pense qu'ils ne savaient pas très bien à quoi s'attendre. Ouais. Nous non plus, au final, parce que c'était une première expérience. De suite, on est arrivé, on a plongé ici en ayant juste été à Pourgues quelques jours. Et après, on s'est beaucoup renseigné, on a fait une formation en ligne. Enfin, il y a eu des éléments. Vous avez trouvé ici directement alors? Oui, alors on est allé à la Ferme Légère, qui est un écolieu dans les Pyrénées-Atlantiques, dont vraiment la raison d'être, c'est de vivre en décroissance. Et c'est vraiment un gros parti pris, et ils sont dans quelque chose d'assez radical. Et c'est un endroit très très chouette, parce que pour acquérir de la connaissance et une formation pour gagner en résilience au quotidien, c'est incroyable. Mais pour y vivre avec les enfants, c'était un peu trop extrême pour nous. Et donc voilà, ça s'est trouvé sur l'été, il y a un peu plus de 3 ans, où on est allé là-bas, ça l'a pas fait. Finalement, on est arrivé ici, et là, ça a été vraiment le coup de cœur tout de suite. Pour le lieu, pour le groupe. Alors c'était un tout petit groupe à ce moment-là, qui s'est un petit peu agrandi depuis. Mais voilà, c'était vraiment le coup de cœur, l'évidence. Donc pareil, une semaine, ouais. Et après vous êtes rentré dans un an d'intégration? Ouais, alors non, pour nous ce qui a été différent, c'est que comme il n'y avait que 2 ou 3 personnes à ce moment-là, et qu'ils étaient dans une intention et une certaine urgence aussi de voir le groupe s'étoffer, pour faire face à quelques difficultés. C'est un collectif qui a pu être en péril il y a quelques années, donc il fallait quand même intégrer des nouvelles personnes. Et comme nous, avec les enfants, on avait à cœur d'arriver sur l'été, pour qu'ils fassent leur rentrée, parce qu'il y a déjà ce déracinement de faire 1000 km, d'arriver dans le sud-ouest, de connaître personne, de découvrir ce que c'est que la vie collective, de quitter une école alternative pour une école plus classique. On s'était dit, si en plus c'est en milieu d'année, ça va être délicat, quoi. Donc on a visité ici début juillet, et mi-août on emménage. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça a été un cas de figure un peu particulier, du fait de la distance géographique et puis de l'organisation familiale que ça demandait. Et on a eu par contre, quelques mois d'essai jusqu'à l'entrée dans le statut d'associé qu'on a pu avoir en janvier. Donc c'était 5 mois à peu près. D'accord. Voilà. Aucun regret? Non. Non.
Non, vous avez l'air épanouis tous les deux. Ouais, on est vraiment bien. Comment vous gérez les repas parce qu'avec 2 enfants, c'est une gestion un peu différente. Et là, le deal quand on vient ici, c'est de manger tous ensemble. Vous préparez les repas chacun à votre tour, tout ça. Et ça se gère bien avec les enfants? Déjà, on a des enfants qui mangent de tout et qui sont très gourmands. Donc déjà, il n'y a pas trop de conflits face au contenu des assiettes, parce qu'en plus ici, on cuisine, c'est ça, on cuisine quasiment tout avec ce qui pousse sur place. Mais on est tous à avoir, enfants ou pas, des petites choses qu'on met sur le côté de l'assiette. Mais finalement, eux, pas plus que nous. Donc pour ça, ça va. Ce qui demande des ajustements, c'est la prise de parole à table. Nous, je pense qu'on a acquis petit à petit, grâce aux réunions, au cercle de parole, une manière de prioriser la prise de parole et d'éviter de se couper la parole, qui est devenue un peu naturelle. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand des personnes viennent de l'extérieur, ils nous le disent. Et puis nous, on le voit dans le rapport avec eux, que des fois, on a de la difficulté à se sentir entendu, ou parce que ça va trop vite et que la personne, elle a de la peine à se réfréner et à juste se mettre dans une écoute un peu plus active. Donc les enfants, eux, ça, en plus, ils rentrent de l'école, donc le repas, c'est l'endroit où ils ont envie de raconter. Donc ça demande des ajustements. Et puis après, à nous de les accompagner pour qu'ils aient des temps où ils se défoulent et ils ont quand même leurs loisirs, leurs activités au quotidien qui font que... Pour se défouler, il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a la place. Oui, donc tout compte fait, tout ça, ça se gère. Ça se gère. C'est plus arrivé à l'adolescence c'est déjà pas facile avec les autres adultes, avec les parents. Enfin voilà, c'est un moment dans lequel les ados, ils sont un peu dans leur univers et c'est comment faire cohabiter le sien avec le nôtre. Mais je trouve que la vie collective, encore une fois, elle va plutôt apporter du plus, parce que les moments où ça peut être conflictuel, par exemple, il y a souvent une personne qui va arriver avec le bon mot, qui va avoir au niveau affectif un enjeu un peu moins grand et qui va savoir... désamorcer. Ouais, désamorcer. Ils font partie des groupes de parole, Ça leur arrive de venir. C'est libre. Ça leur arrive, c'est libre. Ça leur arrive de venir de temps en temps. D'accord. Ouais. Ok. Et ils nous voient faire aussi. Donc il y a une habituation de prendre un bâton de parole, pouvoir déposer ce qui nous vient sans que les autres personnes rebondissent sur ce qu'on vient de dire. Oui, c'est des enfants qui sauront, adultes, exprimer ce qu'ils ressentent. Hein? J'espère. En tout cas, ils auront bénéficié. Ils ont un modèle comme ça. Donc, ils auront quelque chose qu'on n'a pas eu, nous, ça c'est sûr. Ouais. Bon, on verra ce que ça donne. De toute façon, tous ces lieux sont des expérimentations humaines du monde de demain. Donc, on verra. Moi, je trouve que la belle nouveauté de cette année, c'est que j'ai pu reprendre un travail à l'extérieur, avec de l'appréhension de savoir comment est-ce que j'allais pouvoir imbriquer ce travail avec la vie collective ici, qui demande beaucoup. Ça, c'est une chose, mais aussi dans laquelle moi, j'ai envie de m'investir. Donc, le groupe est hyper compréhensif. Et, Tu es en libéral? Oui. Je suis en libéral, Tu gères ton planning d'action aussi? Ouais. Pour être aux réunions, pour être au cercle de parole. Il y a aussi, on fonctionne en commission ici, donc quand il y a des petits rendez-vous qu'on se donne pour aborder tel et tel sujet, j'essaie de me libérer, je fais au mieux. Mais c'était quand même un challenge et je trouve que ça se passe bien. Et je pense que c'est important de le dire aussi pour les personnes qui pourraient hésiter à une vie collective en disant « mais moi je ne peux pas donner tout mon temps à un collectif, comment est-ce que je fais ?» et ma rémunération et... le fait de vivre ici, ça a un coût aussi. Souvent, on s'imagine que la vie en écolieu, c'est hyper résilient, que la plupart des gens vivent sur des aides sociales ou quoi. Ça nous est arrivé, c'est ce qui s'est passé pour nous, ça nous a aidé à atterrir. Mais on sait qu'à un moment donné, il va falloir trouver d'autres... Après, chacun doit trouver son modèle économique. C'est ça. En fait. Soit à l'intérieur du lieu, soit à l'extérieur. Mais on est encore dans un monde où il y a besoin... Il y a besoin d'argent. Voilà, c'est une énergie qui amènera à ce que le projet puisse aller plus loin et voir le jour. Donc je me sens aussi valorisée par rapport à ça, d'aller à l'extérieur, de pouvoir avoir un revenu. Grâce à ce revenu, ça permet aussi d'avoir des habitants ici, de rester vivre ici. Et parce qu'il y a des habitants ici, le projet peut avancer. Donc c'est un cercle vertueux après. Super. Merci beaucoup, Claude. Avec plaisir. Renate, tu es ici au Jardin de Miramont depuis combien de temps? Ça fait maintenant presque un an. Fin novembre, ça va faire un an que je suis arrivée. Ouais, et donc, je termine ma période d'intégration. Ah là, tu es en train de terminer ta période d'intégration. Ouais. J'ai organisé ma petite fête. Ah, génial. C'était très chouette. Ouais. Et voilà, ça fait un an, mais c'est passé en rien du tout.
Ça allait vite. Et tu viens d'Allemagne ou c'était quoi ta vie avant? Je vis déjà en France depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et j'étais à un certain moment en Corse pendant 15 ans. Après, j'ai migré dans la Drôme et j'étais à la recherche d'un écolieu. Ah, tu voulais vraiment habiter en écolieu? Ouais, ça fait un projet, ça fait depuis 10 ans à peu près. D'accord. Et puis, mes conditions, en fait, c'était pas trop le moment il y a 10 ans. Donc, après, ma vie, elle a changé. Et il y a 2 ans, j'ai pris mon élan. Et tu en as fait plusieurs? Tu en as visité plusieurs des écolieux. J'ai commencé avec des portes ouvertes, mais c'était un endroit où je savais déjà que ça allait pas le faire. Et j'ai entendu parler d'un festival, des passages, où je suis allée et où j'ai rencontré quelques membres d'ici. Et c'était le grand coup de cœur déjà par rapport au descriptif. Je me suis dit, il faut que j'aille voir. Il y avait un lac, une forêt, une jument, plein de choses qui m'inspirent. Et donc j'ai décidé de passer voir. C'était en juin, il y a 1 an et demi. Voilà, et j'ai découvert. Donc sur un week-end, d'abord un week-end, après je suis revenue pendant 1 semaine. C'est la semaine d'intégration. Et après, j'ai commencé ma période en novembre. Aussitôt ou il y a un espacement de 2-3 mois à peu près, le temps de rassembler mes affaires de l'autre côté et de préparer le déménagement. Parce que... Tu veux dire qu'au bout d'1 semaine, tu savais que c'était ici que tu avais envie de vivre? Carrément. D'accord. Carrément, parce que grand coup de cœur pour le lieu, pour les personnes, pour le fonctionnement. J'avais l'impression que c'était un projet assez mature déjà, par rapport au le montage juridique, par rapport aux règles qui sont établies, par rapport à l'état d'esprit, des choses qui me paraissaient déjà bien matures. J'avais pas du tout envie d'un projet trop nouveau, parce que je sais que ça frotte souvent par rapport à plein de choses qui ne sont pas encore posées. Et après, oui, c'était un coup de chance parce que ça correspondait à ce que je cherchais. Donc ça, c'est un peu comme quand tu cherches un partenaire ou quand tu sais pas en fait tous les points qui peuvent correspondre, qui doivent correspondre. Et là, je marche beaucoup à l'intuition et ça s'est confirmé. Donc c'est très bien de le tester pendant 1 an. Donc en fait, 3 mois après, alors tu as eu ta semaine, 3 mois après, tu es revenue installée pour vivre. Ouais. Directement pour vivre? Oui, j'ai amené une partie de mes affaires, je me suis installée dans une chambre et j'ai commencé à vivre ici, à prêter main forte, à vivre toute cette vie en collectif, d'explorer plein de choses. Et oui, ça s'est confirmé au fur et à mesure. Donc on peut aussi avoir des moments de doute, mais finalement, comme il y a toujours le cercle de parole, il y a un vivre ensemble où le groupe donne des retours, où moi-même je donne un retour au groupe, comment je me sens dans le groupe, comment ça se passe. Ça fait évoluer petit à petit aussi bien le groupe que moi-même. Et si jamais c'est pas bon, il faut voir ce qui peut être fait. Est-ce que la personne elle reste ou elle part? Mais dans mon cas, c'était des confirmations, de la joie. Voilà. C'est un collectif quand même, il faut vraiment adhérer parce que là, pour le coup, vous mangez ensemble tout le temps. Oui. Hein, c'est pas une fois de temps en temps, c'est matin, midi, soir, si vous voulez. Hein. Donc il faut que ça fonctionne. Ouais, ce qui était chouette, c'est que je venais d'une vadrouille en camping-car, donc justement pour explorer le sud-ouest par rapport à des écolieux. Et je m'étais dit en arrivant, oh là, comment je vais faire? J'ai l'habitude de manger ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et là, il y a des horaires, on mange ensemble. Donc, et je pourrais pas. Je pourrais. Qui a préparé. Exactement. Je peux pas décider ce que je mange. Je ne décide pas de l'heure. Et ça, c'était une vraie découverte parce que je suis encore épatée aujourd'hui parce que ça me gêne pas du tout, finalement. Il y a tellement d'avantages par rapport au fait que de ne pas choisir soi-même. Il y a tellement d'avantages de l'autre côté. Oui, bien sûr. Nous, on le fait 2 fois par semaine pour le tour de rôle de cuisine. Donc, je cuisine 2 fois par semaine. Pour le collectif. Pour la journée, c'est un repas. C'est un repas. C'est soit le midi, soit le soir, en semaine, samedi y compris. Et le reste du temps, je viens à table quand la cloche sonne ou avant, si j'ai envie de parler avec les gens évidemment, mais je peux venir à 13h à table et mettre les pieds sur la table et manger. Et il y a toujours entrée plat ou plat et dessert, donc on mange bien, on mange
de la belle qualité, des légumes de saison, bio, locaux, qui sont cultivés ici sur le terrain en grande partie. Et c'est préparé avec amour, c'est souvent très original. Il y a des vraies découvertes, parce que quand tu fais à manger pour toi-même, tu manges toujours la même chose. Quand d'autres cuisinent pour toi, tu découvres d'autres saveurs, d'autres façons de préparer les choses. Donc, belle découverte, vraiment. Et après, ce n'est pas non plus une contrainte, parce que quand je veux manger ailleurs, parce que j'ai un rendez-vous, parce que je travaille ou autre, je me désinscris des repas. Donc je ne suis pas obligée de manger ici. Je peux aussi manger dans ma chambre si je veux, ou je peux pique-niquer sur le terrain avec une amie. Ou voilà, c'est... Si tu as de la visite, des amis qui viennent, soit vous choisissez de manger à table avec les autres, soit vous pouvez manger ailleurs ou dehors sur la table. C'est ça. La seule obligation qu'il y a, c'est que peu importe le nombre de fois que je ne mange pas ici, je prépare quand même à manger 2 fois par semaine pour tout le monde. Oui, ça sert. Mais 2 fois par semaine contre, normalement on le fait 14 fois par semaine, parce qu'on mange quand même tous les jours. On mange mal d'ailleurs. Oui. Souvent. Voilà. Donc là, j'ai découvert ça et je trouve ce système-là, il est vraiment ingénieux. Et c'est le plaisir après de se retrouver à table et de partager aussi. Voilà. Donc tu ne devrais pas vivre ailleurs? Ah non, là je viens d'arriver et je compte rester et je suis vraiment en joie par rapport à ça. Génial. Ouais. Merci Renata. De rien. Nini, ça fait combien de temps que tu vis au Jardin de Miramont? Eh ben, moi, ça fait 3 ans que j'habite au Jardin de Miramont. Et ta vie avant, c'était quoi? Moi, j'étais ergothérapeute. Je travaillais en maison de retraite. Je m'occupais d'un service Alzheimer. Et puis, j'ai fait un peu un grand classique de la profession dans ce milieu, c'est un burn-out. Tiens, c'est original. C'est original. Et du coup, je me suis arrêtée de travailler pour prendre soin de moi. Et quand il a été question de reprendre mon travail, c'était plus dans mes objectifs. Et moi, je voulais être agricultrice. Ah, d'accord. Tu souhaitais ça. Ouais. Donc, je me suis cherchée entre l'élevage laitier, le maraîchage et les plantes médicinales. Et en fait, j'ai découvert que la plupart des produits dont je me servais moi au quotidien et dont je me servais pour faire mes cosmétiques, en fait, je pouvais les produire ici en France et que particulièrement le Gers s'était adapté. Et donc, je suis partie me former dans les Pyrénées-Orientales et pendant ma formation, je cherchais un collectif. Et donc, tu as trouvé tout de suite celui-là? J'en avais rencontré un autre avant et puis un autre dans lequel j'avais fait un woofing, mais c'est par hasard sur Facebook, en cherchant de nouveau un collectif qui m'allait bien, que j'ai trouvé l'annonce que faisaient les Jardins de Miramont. Et je suis venue sur un week-end et j'ai été enchantée par l'endroit et par ma rencontre avec John. Qui est le maraîcher sur place et qui, lui, souhaitait réellement qu'il y ait une autre exploitation sur place, avoir une dynamique aussi entre agriculteurs, et moi, ça me plaisait. L'idée de vivre en collectif, c'est que j'avais déjà une vie collective à Toulouse, mais pas structurée. En fait, pendant le Covid, l'immeuble dans lequel j'habitais est devenu un vrai collectif où on faisait nos courses ensemble, on prenait soin les uns des autres, on mangeait ensemble, on a vécu le confinement comme ça, et après ça a perduré les mois et les années après. Et du coup, ce vivre ensemble m'allait bien, cette mutualisation, et aussi l'aspect d'être plusieurs exploitations sur place. Et du coup, là, c'est cette dynamique-là que j'aime bien, qui est avec... les jardins, je les partage avec John, les outils aussi, avec John et Muriel. Il y a aussi Dimitri, Michel qui font beaucoup de choses. Et du coup, on a cette émulsion de travail agricole, paysager, un peu tout mélangé, qui est hyper intéressante, quoi. Donc, quand tu as vu le terrain, ici, j'imagine que tu as été... Oui. Emballée. Ouais, mais moi je faisais ma formation dans les Pyrénées-Orientales où ça faisait des mois que les producteurs de plantes médicinales n'avaient pas d'eau parce qu'il y a des restrictions d'eau quasiment à toute la période où il faut arroser là-bas. Et je suis arrivée ici, il y a un lac d'1,3 hectare avec une pompe et tout est irrigable. Donc moi j'avais monté mon projet en me disant je vais prendre des plantes qui n'ont pas beaucoup besoin d'eau parce qu'il faut faire gaffe, c'est une ressource qui se tarit et tout. Et là j'arrive là, il y a 1,3 hectare de lac, je fais aussi beaucoup de cueillettes sauvages, donc 33 hectares de nature préservée comme ça. Je dis mais c'est un paradis en fait. J'ai pas besoin de planter, il y a tout ce qu'il faut presque. Donc voilà. Et la rencontre des gens, et surtout c'était... je pense qu'on intègre un collectif, on ne sait pas vraiment avec qui on va habiter. Et la relation, elle se construit au fur et à mesure des années.
Donc pour moi, c'est pas la peine d'avoir un coup de cœur pour le groupe avec qui on va arriver, mais de s'y sentir bien et de se dire, moi c'est ça ça m'a fait, ces gens-là, ils font tout pour que ça fonctionne. Ce groupe-là, cette dynamique-là, elle fera tout pour que ça fonctionne et c'est pas grave, on est tous différents. Et c'est pas grave si on s'entend pas à la seconde, c'est pas un coup de foudre forcément. Moi, ça n'a pas été le cas, j'ai eu un coup de foudre pour l'endroit. Et le groupe m'a rassurée dans sa façon de se présenter, de présenter la vie ici. Donc j'ai dit, go, on y va. Et ça fonctionne. Voilà, je suis arrivée, je me suis installée, j'ai planté et c'était parti quoi. Oui, donc tu as planté tout de suite, Ouais. tu as donné rapidement, tu as pu... La première année, j'ai beaucoup compté sur la cueillette sauvage parce que moi, contrairement au maraîchage, au maraîchage, on plante et on récolte dans la saison en fait. Moi, c'est sur plusieurs années. Donc, j'ai fait le choix de m'installer avec mes propres finances et une subvention petite. Et du coup, j'ai pris des petits plants auxquels j'ai donné beaucoup d'amour et qui aujourd'hui donnent beaucoup. Mais la première année, heureusement qu'il y avait la cueillette sauvage. Et aussi la collaboration avec John qui avait des plantes qui étaient déjà là et du coup voilà dont j'ai pu me servir. J'ai misé sur le fait que à 4-5 ans la production allait être plus conséquente et donc j'avais la possibilité de m'installer progressivement. Donc, et tu vends à qui et où? Alors moi je vends beaucoup en magasin depuis cette année. Non, c'est pas moi, c'est des magasins associatifs pour la plupart ou un magasin bio indépendant qui est sur Marcia qui me passe des commandes. Et surtout le gros magasin que j'ai, c'est un magasin associatif à Saran qui est un des plus beaux villages de France et qui ramène beaucoup de touristes et donc qui fonctionne très bien et qui m'a permis d'arrêter tous les petits marchés que je faisais qui fonctionnaient pas très bien. Et du coup, voilà, je fais deux marchés tous les 15 jours à l'année dans le village d'à côté, le marché que je fais avec John et Muriel, et un autre marché sur Simor. Voilà, c'est 2 marchés où j'y ai mes copains, j'ai une clientèle fidèle, donc je les ai gardés, les autres j'ai arrêté. Et les foires et tout ça, les salons du bien-être, je fais plus. Je n'ai plus besoin puisque les magasins fonctionnent bien et c'est le choix que j'ai fait, quoi. Génial. Bon, ça va prospérer tout ça. Oui. Ça va grossir. Ça. C'est ça. Merci beaucoup, Nini.